Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais il existe un effet en psychologie qui pourrait vous permettre de rendre un enfant plus intelligent. De façon très simple d'ailleurs. Vous pourriez aussi le rendre plus fort, plus sociable. Ou à l'inverse, vous pourriez nuire à ses résultats scolaires, à sa confiance en lui et à tout son développement en général. Ces deux effets, l'effet Pygmalion lorsqu'il est positif, l'effet Golem lorsqu'il est négatif, sont extrêmement puissants et je considère que tout parent et tout éducateur ou tout professionnel de la petite enfance devrait absolument connaître ces deux effets psychologiques. C'est pourquoi je tenais vraiment à faire ce podcast, à la fois donc pour vous expliquer en quoi il consiste, pour vous les décrire, que vous en preniez connaissance, que vous en preniez conscience, mais aussi pour vous proposer des bonnes pratiques, des idées, pour utiliser ces effets pour le bien de l'enfant et du jeune. Et j'y reviendrai à la toute fin de l'épisode, mais tout ce dont nous allons parler aujourd'hui s'applique évidemment à des enfants, mais aussi à tout le monde, à des adultes, dans le monde de l'entreprise, dans le couple, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour notre vie à tous, en général. Donc comme je vous le disais, je vais commencer par vous expliquer en quoi consistent ces deux effets, puis ensuite nous verrons plein de recommandations pratiques. L'effet Pygmalion, comme l'effet Golem, sont ce qu'on pourrait appeler des prophéties autoréalisatrices. Tous les deux sont des sous-catégories de l'effet d'étiquetage en psychologie. C'est très simple. L'effet Pygmalion, c'est l'effet qui est produit lorsque on utilise des étiquettes positives vis-à-vis de quelqu'un. Par exemple, cet enfant est extrêmement intelligent. Cet enfant est toujours là pour les autres, etc., etc. En ayant ces étiquettes, même si elles ne sont pas verbalisées, simplement en ayant en tête ces étiquettes, on va influencer l'enfant qui va effectivement devenir plus intelligent ou plus sociable. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet. Il y a une première expérience qui a été faite sur des rats. On confiait des rats totalement au hasard à différents groupes d'étudiants en leur demandant de faire passer des tests de labyrinthe, des tests d'intelligence aux rats. Et suivant les groupes d'étudiants, on a dit à un premier groupe, vos rats ont été sélectionnés pour être particulièrement intelligents. On a dit à un autre groupe, bon, vos rats, c'est un peu les restes, le dessous du panier, vous allez faire avec. Et puis un groupe témoin à qui on n'a rien dit. Eh bien, les rats du premier groupe, qui avaient été caractérisés, mais de façon totalement faussée, comme étant plus intelligents que les autres, ont effectivement obtenu de meilleurs résultats à leurs tests dans les labyrinthes. Alors, vous voyez, je pense, ce genre d'expérience où on place un rat dans un labyrinthe, il l'explore, et puis petit à petit, on voit à quelle vitesse il apprend à sortir du labyrinthe, et quand il sort du labyrinthe, il a une récompense. Et donc, on teste l'intelligence du rat en voyant, au bout d'un jour ou 2 jours, en combien de temps il arrive à sortir du labyrinthe. Alors, on a expliqué ce phénomène en observant aussi, de façon, je dirais, qualitative, que les étudiants du groupe des rats intelligents, qui ne l'étaient pas vraiment, étaient beaucoup plus affectueux avec eux. Ils les prenaient, ils les caressaient, ils leur donnaient des petits noms, ils les encourageaient. Et apparemment, tout cela a joué sur les performances réelles des rats. Et même chose pour les étudiants qui avaient des rats qui avaient été étiquetés comme étant moins intelligents. Les rats ont eu des performances moindres au test du labyrinthe. Tout ça par rapport évidemment à notre groupe témoin, comme toujours en sciences. Alors vous allez me dire, ce sont des rats. Ok, très bien, ce sont des rats.
Eh bien, on a fait une expérience un petit peu similaire avec des enfants, des élèves. On a pris donc tout un groupe d'enfants du même âge à qui on a fait passer des tests de QI. Et puis, donc c'était dans le contexte scolaire, on a fait croire à une fuite, à une erreur, avec des destinataires qui n'étaient pas prévus à la base dans le message et on a donc fait fuiter les résultats de ces tests de QI. Sauf que dans la fuite, on avait, heu, élevé de façon totalement artificielle les résultats des tests de QI pour 20 des élèves. Donc pour 20 des élèves, de façon totalement aléatoire, on avait fait en sorte qu'ils soient, perçus comme plus intelligents que la moyenne par les enseignants. Et les enseignants n'avaient aucune idée, évidemment, de l'objectif de l'étude. Ils pensaient que c'était simplement le passage d'un test de QI, pour tous les élèves. Et puis les chercheurs sont revenus, je ne sais plus combien de temps après, peut-être 6 mois ou 1 an après, pour refaire passer des tests de QI aux élèves. Et là, ils se sont aperçus que ceux dont les tests de QI avaient été surestimés avaient progressé de 5 à 15 points de QI, ce qui est énorme. L'échelle de QI, elle est en gros entre 0 et 200. Il y a des variantes suivant les tests. Mais pour vous dire, ça suit une courbe. La moyenne est à 100 et par exemple, on considère qu'un enfant a un haut potentiel intellectuel au-dessus de 125 ou de 130 de QI suivant les tests. Donc vous voyez que, voilà, entre la moyenne et un haut potentiel, on a 25 à 30 points de QI d'écart. Donc un écart de 5 à 15 points de QI, c'est énorme. Tout ce qui avait changé, c'était la perception que les enseignants avaient de ces enfants. Ils croyaient qu'ils étaient plus intelligents qu'ils ne l'étaient en réalité. Et ça a eu une influence directe sur les résultats de leurs tests de QI, qui sont le fruit d'exercices, de tests d'évaluation. Donc ces enfants avaient été, entre guillemets, rendus plus intelligents simplement par la perception de leurs enseignants. Donc on a cet effet d'étiquetage qui est extrêmement puissant. Alors vous allez peut-être me dire pourquoi est-ce qu'on appelle ça un effet Pygmalion et un effet Golem. Alors très vite, très rapidement, Pygmalion, c'est un personnage de la mythologie grecque, qui était sculpteur et qui était choqué par, les attitudes, disons indécentes, des femmes, mariées qui l'entouraient. Il avait juré de ne jamais se marier. Et puis un jour, il a réalisé une sculpture tellement belle, qu'il en est tombé amoureux et il a supplié la déesse Aphrodite de la rendre vivante, ce qu'elle a fait. Donc cette statue est devenue Galatée et Pygmalion a donc épousé sa création, sa statue Galatée. Vous connaissez peut-être le film Pygmalion aussi, la comédie musicale avec, Eliza Doolittle, avec, l'inoubliable Audrey Hepburn. Ça repose sur le même principe, c'est-à-dire quelqu'un qui façonne une autre personne pour la faire, progresser. Donc pour le Pygmalion mythologique, pour la faire devenir humaine, pour le Pygmalion de la comédie musicale, pour prendre quelqu'un heu, de la basse société et la faire rentrer dans la haute société. Et pour montrer que tout cela est totalement artificiel. Eh bien, voilà, du coup, c'est pour ça qu'on a ce nom de Pygmalion, pour cet effet positif qui a pour but, d'améliorer quelque chose, enfin, en tout cas, que la perception positive de quelque chose va l'améliorer chez la personne. Et puis le golem, vous le connaissez peut-être, c'est une, créature de la mystique ou de la mythologie juive, qui est un personnage façonné dans l'argile, une création de l'homme, qui est une espèce de sous-homme, un homme d'argile qui n'a pas de conscience propre. Donc là encore, c'est une création, mais une création avec une connotation assez négative, avec parfois les golems qui peuvent faire des choses, nocives. Voilà. Donc vous voyez que cet effet d'étiquetage, il est incroyablement puissant. Et puis, un petit point que je voulais apporter avec vous, donc il y a cette notion de prophétie autoréalisatrice et on se dit: «Mais il faut forcément quelqu'un d'extérieur pour poser un certain regard sur la personne, pour que cette personne développe une qualité ou au contraire développe un défaut suivant la perception de l'autre». Mais en fait, il y a aussi dans les phénomènes d'étiquetage quelque chose qu'on appelle l'autostigmatisation.
et qui est assez intéressante. On peut rattacher un petit peu ça à la victimisation aussi. Il y a une étude qui a été faite avec des femmes à qui on a fait croire, en fait, on leur a réellement fait une fausse cicatrice, on les a vraiment défigurées avec du maquillage, on leur a montré leur visage défiguré, et puis, sous prétexte de refaire quelques retouches, on leur a retiré la cicatrice ou ce qui leur semblait défigurer leur visage, sans remontrer leur reflet dans le miroir, et on leur a demandé d'avoir des interactions dans la vie de tous les jours et de venir, ensuite donc avec des gens qui n'avaient aucun préjugé vis-à-vis de ces femmes, qui ne les connaissaient pas, qui ne les avaient pas vues avant, ni avec ni sans cicatrice. Dans le but, affiché, d'après l'étude, d'étudier une éventuelle stigmatisation de la part des autres en fonction de sa beauté ou du fait d'être défigurée. Eh bien, l'immense majorité des femmes, qui croyaient être défigurées a rapporté beaucoup d'interactions négatives, beaucoup, de stigmatisation d'après elles, beaucoup de discrimination d'après elles, alors qu'en fait, extérieurement, elles étaient exactement comme d'habitude. Tout ça pour dire qu'elles avaient intériorisé le fait que, portant une cicatrice, elles allaient sûrement être discriminées et donc elles interprétaient des choses qui étaient neutres comme étant des discriminations. Elles interprétaient des regards comme étant des regards, peut-être de jugement, peut-être de dégoût, alors que c'était des regards neutres puisqu'elles avaient leur visage totalement habituel. Donc on a aussi ce phénomène d'auto-stigmatisation lorsqu'on est convaincu qu'on va être rejeté, qu'on va être considéré comme nul, qu'on va être considéré comme bête, qu'on n'a pas sa place quelque part. Eh bien, toutes nos perceptions vont en être modifiées et on va percevoir dans l'environnement des choses qui vont venir confirmer cette idée que l'on a et que l'on est probablement mal vu. Donc, vous voyez à quel point les étiquettes données par les autres, mais aussi les étiquettes données par nous-mêmes, qu'on s'auto-attribue, sont puissantes. Alors, tellement puissantes, et ça intervient dans tellement de domaines de la vie de tous les jours que, à un moment donné, on ne peut pas ne jamais poser d'étiquette. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais il y a quand même des choses que l'on peut faire. Et je voudrais illustrer aussi cela par un exemple que j'ai vécu il y a quelques années. Alors même que je baignais déjà dans la pédagogie Montessori depuis plus de 10 ans, que j'étais déjà à fond dans la discipline positive, dans cette idée de ne pas mettre d'étiquette. Mais il se trouve que j'accompagnais un groupe de jeunes en pèlerinage à Rome. C'était un groupe d'enfants de chœur, pour le pèlerinage des enfants de chœur. Et il y avait d'un côté les enfants de notre paroisse, que je connaissais, que j'avais déjà accompagnés dans d'autres activités. Et on était réunis avec un groupe de jeunes d'une autre paroisse, euh, que je ne connaissais pas et que je ne connaissais pas à la base, et qui venaient de quartiers difficiles. Et donc, on se retrouve avec les deux groupes mélangés et les adultes en charge de tout le monde à la fois. Et puis, il y a un jeune que j'ai vu et qui, à un moment donné, a eu un comportement assez inacceptable avec un autre jeune, qui s'est disputé avec un autre jeune, qui l'a frappé, qui lui a fait mal, et qui ensuite a grimpé dans un arbre pour fuir les conséquences de son acte. Et j'avoue que ça m'a mise hors de moi. J'étais choquée, honnêtement, et je voulais qu'il présente ses excuses au jeune garçon, en tout cas qu'il redescende de cet arbre, déjà, et puis qu'on arrange les choses. Et il s'obstinait à ne pas le faire, et bref, j'ai eu un a priori, mais extrêmement désagréable sur ce jeune garçon. J'avoue que je n'avais vu que la toute fin de leur altercation, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé au départ. Je n'ai aucune idée s'il y a eu une provocation ou pas. En tout cas, j'ai vu les gestes de ces garçons. J'ai vu son comportement et voilà, la violence chez moi, ça provoque une réaction très forte. Et j'avais un a priori, encore une fois, extrêmement négatif vis-à-vis de ce garçon. Et donc, je suis un peu passée en mode dragon, surveillance extrême, on va dire, vis-à-vis de lui, très méfiante, très
très méfiante, à le surveiller énormément. Et en fait, je me suis retrouvée à parler avec le responsable principal du groupe de l'autre paroisse. Donc ce garçon appartenait à l'autre paroisse, c'est pour ça que je ne le connaissais pas auparavant. Heu, qui m'a dit à quel point il pouvait compter sur ce garçon, qui était extrêmement moteur dans le groupe, extrêmement, porteur, que c'était un garçon intelligent, qui avait envie de plus. Bon là, on était dans un contexte religieux, on parlait d'enfant de cœur, hein, et voilà, qu'il avait une soif de quelque chose de plus. Et ce qu'il me disait était difficilement pour moi compatible avec l'image que j'avais de ce garçon. Et petit à petit, ça a transformé l'image que j'avais de ce garçon. Et effectivement, en changeant mon regard sur lui, j'ai vu aussi tout ce qu'il faisait de bien. Et il se trouve que dans la suite du séjour, en tout cas dans toutes ses interactions avec moi, son comportement avait radicalement changé. Et voilà, ça m'a rappelé à l'humilité déjà de me dire: «Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que je me suis pas jetée sur le premier comportement que j'ai vu pour, étiqueter cet enfant comme étant un enfant, violent, nuisible, dont il faut se méfier et cetera?» Alors qu'en fait, il a plein d'autres qualités derrière et que peut-être ce jour-là, il a dérapé, qu'effectivement son comportement était inacceptable ce jour-là. Ça n'enlève absolument rien à cela, mais que ce garçon pouvait changer, que c'était une erreur de parcours et que ça ne le définissait pas. Alors ça n'est pas évident, mais j'en ai vu vraiment les fruits en quelques jours seulement. Et je peux vous dire que c'est quand même une sacrée leçon d'humilité, hein, quand on est, j'étais déjà formatrice, j'étais déjà, enfin, comme je vous dis, je faisais déjà des disciplines positives et cetera, de s'apercevoir qu'on on fait encore ce genre de jugement à l'emporte-pièce. Alors, une fois qu'on a posé ce qu'était l'effet Pygmalion, l'effet Golem, l'effet d'étiquetage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dans la pédagogie Montessori, justement, on évite autant que possible les étiquettes. Tel enfant est comme ceci, ça, on l'évite. Autant que possible, on va parler des actions de l'enfant via l'observation. L'observation est quelque chose de fondamental. Dans la pédagogie Montessori, c'était un axe important de toutes mes formations, de l'accompagnement des Montessori 7. Je forme les gens aussi à l'observation et à une observation neutre. C'est-à-dire que on va observer les comportements de l'enfant et on va les exprimer d'une façon aussi neutre que possible. Par exemple, j'aurais pu, alors je n'ai pas justement observé l'ensemble de l'altercation entre les 2 enfants de cœur dont je vous parlais, mais j'aurais pu quand même, décrire le comportement, du jeune qui a frappé l'autre. J'aurais pu dire: «Voilà, je l'ai vu, heu, pousser l'autre», je honnêtement, je ne sais plus ce qu'il a fait exactement. Mettons, il a poussé son camarade qui est tombé par terre, il lui a donné un coup de pied et a couru vers un arbre, dans lequel il a grimpé. Voilà, c'est factuel. À l'inverse, j'aurais pu dire, ce qui n'aurait pas du tout été factuel, ce qui aurait mis une étiquette. Hem, Ce garçon est hyper violent, s'est montré hyper violent, il n'a pas assumé les conséquences de ses actes, il est parti se cacher, et cetera, et cetera. Donc je pense que vous voyez un petit peu la différence entre l'observation neutre et l'observation, hem, avec jugement, qui n'est plus de l'observation du coup, qui est un jugement. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher de solution, qu'on va se dire: «Ah bah voilà, j'ai observé quelque chose et c'est neutre et il y a pas de souci». Non, une fois qu'on a fait l'observation et ça aurait été bien d'observer avant ce qui s'était passé. Qui avait dit quoi? Qui avait fait quel geste avant ce que moi j'ai pu voir? Mais une fois qu'on a fait l'observation, eh bien, on va chercher des solutions, hein. L'idée n'est pas de laisser des gestes de violence, sans aucune conséquence. Il faut évidemment chercher des solutions derrière. Mais on ne plaque pas sur l'enfant, de cette façon-là, une étiquette comme: «C'est un enfant violent» et ça, c'est fondamental. D'autant plus que souvent, il est à les 2 côtés d'une même pièce.
lorsqu'on utilise une étiquette. Par exemple, prenez une fille qui a un très fort caractère. Parfois, ça peut être quelque chose de pénible, même dans la caricature. Peut-être qu'elle veut toujours avoir le dernier mot, au point d'être un peu ridicule dans sa façon de vouloir avoir le dernier mot. Peut-être qu'elle peut être agaçante, peut-être qu'elle peut devenir violente. Et en même temps, une fille qui a un très fort caractère, ça peut être une battante. Ça peut être pour elle une force pour l'avenir. Elle ne se laissera pas faire. Elle se révoltera devant l'injustice. Vous voyez ce que ça veut dire avoir un fort caractère? Ça peut être quelque chose de très positif comme de très négatif. Et très franchement, mon rêve et ma fierté, pour l'instant en tout cas, c'est de tenter d'élever des filles qui ont un fort caractère, en particulier mes filles, parce que c'est justement souvent plus difficile pour les filles. Et donc d'élever des filles qui ont un fort caractère, à la fois pour elles-mêmes, parce que je pense que ça peut être une force pour elles, et pour le monde dans lequel elles vont vivre, parce que je pense que c'est des gens comme ça qui changent le monde. Alors évidemment, ça veut dire maîtriser son caractère, hein, mais on part de quelque chose qui à la base est neutre. Et donc on peut exprimer la même chose de façon très positive ou très négative. Et je trouve qu'avoir un fort caractère, c'est quelque chose d'assez neutre comme expression. En tout cas, quand moi je l'emploie. Hem, Si, je disais, c'est une battante, là on est dans un registre plutôt positif. Si je disais, au contraire, «Ah là là, cette fille elle n'accepte jamais d'avoir le dernier mot, elle est pénible, elle est usante», là on est dans le négatif. Donc vous voyez que souvent, il y a quelque chose chez notre enfant, donc chez les enfants dont on s'occupe, qui peut être à la fois une force ou une faiblesse, une qualité ou un défaut. Alors du coup, en tant que parent, on peut éviter de poser des étiquettes sur ses enfants. Et même chose lorsqu'on est professionnel. Que ce soit professionnel de la petite enfance, professionnel de l'éducation. Quand on commence à parler de la rigolote, le rat de bibliothèque, la petite peste, l'hyperactif, quand on commence à placer des étiquettes comme ça, on est à fond dans l'effet Pygmalion et dans l'effet Golem. Et ça n'est pas une bonne chose. Et je vais peut-être vous surprendre, mais même les étiquettes positives peuvent être dangereuses. Lorsqu'on répète à un enfant qu'il est intelligent, «Ah là, toi t'es brillant, t'es hyper intelligent», eh bien, l'enfant reçoit le message qu'il ne doit jamais rater. Ah non, il est intelligent, il a aucune raison de rater. S'il rate, c'est que vraiment il est nul. Il peut pas remettre en question cette étiquette comme quoi il est intelligent, il doit tout réussir. Du coup, ces enfants vont moins oser tenter des choses difficiles. Il y a une étude qui a été faite là-dessus, hein, où on prenait des groupes d'enfants, on leur proposait une tâche, pas trop compliquée, et à une partie de ceux qui réussissaient la tâche, on leur disait: «Oh là là, super intelligent, c'est la marque, vraiment de quelqu'un de très intelligent de réussir ce test». Et ensuite et un autre groupe, on ne leur disait rien de spécial, le groupe témoin. Et puis un troisième groupe, on leur disait, qu'on mettait en avant leurs efforts, que c'était formidable, qu'ils s'étaient accrochés et que voilà, ça avait donné du fruit. Et ensuite, on a proposé à ces 3 groupes d'enfants un exercice plus difficile. En leur disant: «Vous n'êtes pas obligés, mais est-ce que vous avez envie, de faire cet exercice, qui va être beaucoup plus difficile?» Eh bien, le premier groupe à qui on a dit qu'ils étaient intelligents, qu'on avait félicité là-dessus, ont davantage refusé de faire cet exercice difficile. Parce qu'ils se sont dit, inconsciemment, hein: «Mais si je le rate, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Qu'en fait j'étais pas intelligent? Ou qu'en fait j'ai beau être intelligent, j'arrive à rien?» Bref, ils ont préféré conserver le bénéfice de leur étiquette d'intelligent sur l'exercice facile et ne pas se confronter à la difficulté. Or, je ne vous apprendrai rien, on ne peut pas progresser, on ne peut pas apprendre sans se confronter à la difficulté. C'est une évidence. Donc en fait, ces enfants se sont retrouvés un peu bloqués dans leur développement à cause de cette étiquette d'être intelligent. Bon, on a le groupe témoin et puis on a le groupe, de ceux à qui on avait dit que, ils avaient fait beaucoup d'efforts et que c'était admirable. Eh bien, ce groupe-là a davantage choisi de faire l'exercice difficile et y a passé davantage de temps. Alors, en réussissant ou en ne réussissant pas, c'est pas forcément l'intérêt, mais
Ils ont essayé, ils ont davantage travaillé, et tout ça avec plaisir. C'était des battants, voilà, ils ont persévéré. Parce que c'est cette étiquette-là qu'on avait placée sur eux. Mais vous voyez que cette étiquette d'enfant intelligent, c'est quelque chose de positif quand quand quelqu'un est intelligent. Eh bien, elle a totalement nui aux enfants du premier groupe. Et puis vous allez me dire: «Bah oui, mais le troisième groupe, on leur a dit qu'au fond, on leur a dit qu'ils étaient courageux et ça les a portés». D'accord. Un enfant à qui on répète qu'il est courageux, qu'il est fort, qu'il persévère, et cetera. Eh bien, le jour où cette personne ne va pas bien, où cette personne aurait besoin d'aide, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder tout ça pour elle. Elle va se renfermer parce qu'elle peut pas demander de l'aide. Elle est le pilier, elle est la force de la nature, elle est la personne qui persévère, qui ne lâche jamais rien. Et ce sont des gens qui souvent ne vont pas chercher l'aide dont ils auraient besoin, l'aide psychologique, l'aide amicale, l'aide sociale dont ils auraient besoin. Donc vous voyez que même cette étiquette de courageux, de persévérant, elle peut être nuisible. Et puis ça peut être des gens aussi qui se mettent à persévérer dans des choses qui n'ont pas d'issue. Qui s'obstinent par exemple à croire que quelqu'un va changer, alors que cette personne ne va probablement pas changer. Bref, même les étiquettes positives peuvent être dangereuses, donc il faut s'en méfier. Alors il y a quand même des choses qu'on peut faire pour mettre à profit l'effet Pygmalion. On peut partager avec l'enfant, et puis même en nous-mêmes, parce qu'encore une fois, euh, les enseignants dont je vous parlais, qui avaient vu les tests de QI de leurs élèves, ils ne les ont pas partagés avec leurs élèves. C'est simplement la vision que eux-mêmes avaient de leurs élèves qui avait changé. Donc des fois, on n'a pas besoin de verbaliser les étiquettes. Ce sont les étiquettes que nous, parents, adultes, professionnels, nous avons vis-à-vis des enfants qui nous entourent. Eh bien, nous pouvons essayer de changer ces formulations et nous attacher à ce qui décrit des comportements et à tout ce qui pousse l'enfant à évoluer, à grandir ou qui implique un progrès. Donc plutôt que de dire justement à un enfant: «Ah, tu es courageux, tu es persévérant, tu es comme ci, tu es comme ça», de décrire l'effort qu'il a fourni à cette occasion-là. Par exemple, donc je vais vous donner des exemples de phrases que vous pouvez utiliser vraiment dans la vie de tous les jours. Je vois tous les efforts que tu as faits sur ce travail. Tu t'es vraiment accroché, tu as persévéré. Je vois que c'était vraiment difficile, mais ça ne t'a pas arrêté. Ou alors d'encourager d'autres voies. Par exemple, quand tu as bloqué à ce niveau-là, tu as pivoté, tu as cherché une autre solution. Ou alors tu es allé chercher de l'aide. Tu es allé regarder dans le livre. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et tout ça, ça va nous aider à encourager chez l'enfant, donc ce sont plutôt des encouragements que des compliments. Ça va développer chez les enfants ce qu'on appelle l'état d'esprit de l'intelligence en développement. C'est souvent plus connu en anglais sous le nom de growth mindset, un concept qui a été popularisé par Carol Dweck. J'ai d'ailleurs un podcast là-dessus, sur l'intelligence fixe et l'intelligence en développement, que je vous invite à aller écouter. Le lien est dans les notes de cet épisode. Et donc d'encourager l'enfant à progresser, tout simplement. Et l'encourager, qui implique, c'est encore quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en discipline positive, la différence entre compliment et encouragement. Le compliment enferme dans quelque chose de fixe, dont il faut se montrer à la hauteur, alors que l'encouragement invite à plus, à mieux, à progresser un pas après l'autre. Alors, d'autres formulations qui peuvent vous être utiles, il y a la puissance du encore. Ah oui, effectivement, tu n'y arrives pas encore. Ça veut dire que tu n'y arrives pas là, tout de suite. Et peut-être que demain, tu y arriveras. Peut-être que dans un mois, tu y arriveras. Peut-être qu'il faudra 1 an pour y arriver. Peut-être qu'un jour, tu n'y arriveras pas, mais tu n'y arriveras jamais. C'est possible aussi. Mais bon, pour la plupart des choses qu'on apprend à des jeunes enfants, normalement, ce sont des choses auxquelles ils vont arriver un jour, par exemple lire. On peut leur dire: tu n'y arrives pas encore, mais ça va venir, c'est normal. Ma grand-mère, qui était institutrice pour des enfants avec des handicaps, et parfois des handicaps très lourds, a réussi à apprendre à lire à tous ses élèves. Alors pour une jeune fille, il a fallu attendre qu'elle ait 16 ans pour qu'elle réussisse à lire. Donc vous voyez, là, il lui fallait vraiment dire: «Non, tu sais pas encore lire, pas encore, mais ça va venir». Et elle a cru en elle jusqu'au bout et ça a fini
pas fonctionner. Donc cette puissance du encore, quand on veut faire une phrase naturellement négative, elle est très très puissante. Et puis il y a des choses que je répète très souvent à nos enfants, et j'en vois les fruits aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets de vous les partager. C'est que je vois que c'est acquis chez nos plus grands, et que, chez tous maintenant, même la dernière qui a 8 ans, ça les a tellement imprégnés que c'est un peu des mantras dans notre façon d'éduquer les enfants. Je leur répète souvent, par exemple, quand ils rament sur quelque chose: «Non mais attends, si tu y arrivais tout de suite, ça voudrait dire que tu aurais rien à apprendre. Ou alors que je fais mal mon travail, si c'est quelque chose de scolaire, que je fais mal mon travail d'éducatrice parce que je te proposerais des choses trop faciles pour toi. C'est normal de te tromper. C'est normal que ce soit un peu difficile.» Et une des phrases qu'ils ont vraiment retenues par cœur, c'est que si on ne se trompe jamais, eh ben, on n'apprend rien. Alors évidemment, notre travail d'éducateur, que ce soit les parents, que ce soit les professionnels de l'éducation, c'est de proposer des choses qui ont un niveau de difficulté tout juste supérieur à là où en est l'enfant. Une difficulté qui ne soit pas insurmontable, mais une petite difficulté. Donc pas un trop grand fossé qui serait décourageant pour l'enfant non plus. Mais il n'empêche qu'il faut leur proposer des difficultés. On ne va pas les laisser faire et refaire les mêmes choses. On va les inviter à progresser. Et ça veut dire qu'ils vont se tromper, un jour ou l'autre. Même les enfants les plus brillants, les plus intelligents, avec les QI les plus élevés, tout ce que vous voulez, ils se trompent un jour. Nous nous trompons tous. Et c'est comme ça qu'on apprend, il n'y a pas de secret. Eh bien, développer ce type de langage avec les enfants, là aussi, c'est quelque chose de puissant. Parce que ça les invite à ne pas avoir peur de la difficulté, à se confronter à la difficulté en sachant que c'est comme ça qu'ils sont en train d'apprendre. C'est comme de la musculation pour le cerveau. Alors, je sais, le cerveau n'est pas un muscle. Il se trouve qu'il fonctionne tout pareil. On l'entraîne, il se renforce. Donc, c'est de la musculation pour le cerveau. Ça demande de l'effort. Mais derrière, on apprend et on progresse. Et ça mettra peut-être pas 5 minutes, ça mettra peut-être pas 1 heure, ça mettra peut-être pas 2 jours. Il faudra peut-être 1 an. Apprendre à lire, par exemple, c'est une compétence qui est très très longue à apprendre, qui prend au minimum plusieurs mois. Et souvent, pour lire vraiment de façon fluide et savoir tout lire, c'est le travail d'au moins 1 an. Et parfois régulièrement plus que ça. Mais tous ces éléments de langage, vraiment, je vous invite à vous en emparer parce qu'ils sont très précieux en tant qu'adulte. Donc, je vous les récapitule rapidement. Encourager les efforts. Je vois tous les efforts que tu as faits, tu t'es vraiment accroché, tu as cherché d'autres solutions, tu es allé chercher dans un livre, etc. Le encore. Tu n'y arrives pas encore, c'est normal, mais ça va venir. Et puis, si on ne fait pas d'erreur, c'est qu'on n'apprend rien. Alors, d'autres bonnes pratiques que je vous encourage à adopter. Par exemple, à l'école. À l'école, il serait bon d'éviter de faire des fiches sur les enfants, sur leur comportement, sur leur qualité ou leurs défauts, en particulier des fiches qui suivraient l'enfant du primaire au collège. Déjà d'éviter de transmettre nos propres préjugés à l'enseignant du niveau du dessus, qui récupère nos élèves, par exemple, et encore plus dans des passages un peu symboliques, comme celui du primaire au collège, du collège au lycée, etc., etc. Je pense que le mieux est de laisser les nouveaux professeurs se faire une nouvelle opinion du jeune. Parce que les gens changent et ça permet justement de laisser cette liberté de changer. Je vais vous partager mon exemple personnel là-dessus. J'ai pas mal changé d'établissement. Je ne sais plus si j'ai fait 3 années de primaire dans le même établissement ou 4, peu importe. Mais en général, j'ai eu plutôt des cycles de 3 ans. J'ai sauté des classes au primaire. Je suis arrivée en 6e, j'ai passé que 6 mois et puis on a déménagé. Donc j'ai fait 3 années ensuite, 5e à 3e, dans un collège. J'ai quitté ce collège faisait lycée, mais je ne suis pas restée au lycée. Je suis partie ensuite au lycée naval, un lycée militaire, en internat. Et puis ensuite, je suis rentrée en prépa, où j'ai encore passé 3 ans. Puis ensuite, je suis rentrée en école. Et puis, en école, à partir de l'école, ça commence à être un peu plus divers, parce que j'ai passé une année à l'étranger, à Cambridge. J'ai quitté l'école pour faire un début de thèse. Et avec mon mari qui était militaire, on a beaucoup, beaucoup déménagé. Donc je passais parfois 2 ans, 1 an. Le plus de temps qu'on ait passé à un seul endroit, c'était 5 ou 6 ans.
mais j'ai eu beaucoup de séjours assez courts dans différents endroits. Et en fait, j'ai trouvé ça formidable. Et en particulier lorsque j'étais plus jeune et que j'ai eu ces cycles de 3 ans. Parce qu'en 3 ans, bah, moi, je changeais. Je changeais à plein de points de vue. Alors évidemment, un enfant, ça change au niveau physique, mais au niveau, social, au niveau intellectuel, au niveau de mes centres d'intérêt. En fait, je m'apercevais que je restais un petit peu bloquée, dans un univers parce que les gens qui me connaissaient depuis 3 ans, bah, restaient peut-être sur l'image de moi 3 ans avant. Et ça peut être au niveau vestimentaire aussi, où on n'ose pas, changer de look, changer de style, parce que ça dit quelque chose de nous. On n'ose pas se comporter différemment même si on aimerait le faire, parce qu'on est vu comme étant comme ceci ou comme cela. Et donc chaque fois que j'ai eu ces changements, ça m'a donné l'occasion de me réinventer un petit peu, de d'avoir des c'est-à-dire que ma transformation extérieure pouvait s'aligner avec ma transformation intérieure. Intérieurement, j'évoluais, mais la perception des autres souvent ne changeait pas pendant 3 ans et donc en changeant d'environnement, boum, mon apparence, ce que je projetais de moi, pouvait s'aligner avec mon véritable moi intérieur. Et on était reparti pour un cycle où je changeais encore intérieurement, mais pas la perception que les autres avaient de moi, et cetera, et cetera. Donc ça peut être très, très précieux pour un enfant qui est en difficulté dans un certain environnement, parfois d'en changer, pour avoir des gens qui posent un autre regard sur l'enfant. Alors, attention dans les changements d'établissement, hein, qu'est-ce qui est transmis d'un établissement à l'autre? Est-ce qu'on transmet justement une perception très négative de l'enfant d'un établissement à l'autre, de façon à ce qu'il soit déjà considéré comme un enfant à problème avant même d'arriver dans l'établissement? Ça, c'est quelque chose à éviter. Mais vous voyez qu'on peut permettre aux enfants, leur laisser des occasions de se réinventer sans imposer nos perceptions d'eux, encore et encore, pendant des années. Un autre aspect fondamental, c'est de ne pas faire de comparaison. Alors, pas de comparaison entre élèves, par exemple dans une classe, ou pas faire de comparaison dans une fratrie. Les meilleures comparaisons que l'on peut faire, c'est entre l'enfant qu'il était dans le passé et l'enfant qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est très puissant comme comparaison. Tu te souviens comme c'était difficile pour toi au début de déchiffrer un texte? C'était fatigant, c'était dur, ça te demandait beaucoup d'efforts. Et regarde aujourd'hui comme tu vas vite pour lire. Et tu sais quoi, ça va devenir encore plus facile avec de l'entraînement. Ça, c'est très puissant. On montre à l'enfant les progrès qu'il a fait. Ça, c'est une comparaison qui est utile. En revanche, les notes, les moyennes de classe, se comparer à un tel ou une telle, ça, en général, ça n'apporte pas grand-chose de positif. Donc, c'est quelque chose qu'on peut éviter autant que possible. Et puis, à nous, adultes, de faire attention à nos discussions sur les enfants. Moi, j'aime beaucoup que les élèves soient présents lors des réunions parents-prof. Parce que justement, du coup, ça évite. euh, alors, tout le monde ne le fait pas, hein, mais tout le monde devrait s'efforcer de contrôler son langage, en particulier lorsque l'enfant est à côté. Et je trouve que lorsque l'enfant est là, ça invite à plus de respect. Ça invite à parler de comportement, ça invite à parler de faits, de choses factuelles, et non pas à plaquer des étiquettes sur l'enfant. Ah oui, mais vous savez, il est comme ci, il est comme ça. Non. Voici ce qu'il a fait, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Voici ce que j'observe, à la fois l'enseignant et le parent. Et derrière, qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il y a des comportements qui devraient changer? Et comment est-ce qu'on peut faire pour que ces comportements changent? Ou est-ce qu'il y a des comportements à encourager et à développer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les encourager et les développer? Toutes ces conversations, je pense qu'elles sont importantes, évidemment. On doit échanger entre adultes sur les enfants, mais ça demande de faire très attention à ce que l'on dit sur l'enfant et en présence de l'enfant. Une chose qu'on peut éviter beaucoup aussi en tant que professionnel comme en tant que parent, c'est le toujours et le jamais. Ça, c'est très mauvais, le toujours et le jamais. Vous savez, oh là là, il faut toujours que, oh, faut toujours qu'il réponde, faut toujours que ceci. Oh là là, celui-là, il est toujours comme ci, elle est toujours comme ça. Ou elle peut jamais arriver à l'heure. Voilà. Bah, elle peut jamais arriver à l'heure. À un moment, pourquoi est-ce qu'elle ferait l'effort d'arriver à l'heure? Parce que de toute façon, elle y arrive jamais. Apparemment,
C'est comme ça, elle n'est jamais à l'heure. Bon, on enferme, encore une fois, avec les toujours et les jamais, les gens dans les étiquettes. Et tout ce que je vous partage là, sur les enfants, en fait, ça s'applique à toutes les relations humaines. On a exactement les mêmes difficultés dans l'entreprise ou dans un couple où on enferme les autres dans des étiquettes. Et je dirais qu'encore une entreprise, ça peut se quitter, on peut évoluer, on peut changer de poste. Un couple, en général, on a envie que ça dure, donc on a envie de s'engager sur un très long terme et en même temps, on évolue. Moi-même, je me suis mariée, j'avais, 22 ans, donc j'étais encore très jeune et ça fait 16 ans que nous sommes mariés avec mon mari. Vous imaginez bien qu'on a évolué depuis ce temps-là, qu'on a changé et que si j'avais une vision de lui qui était totalement figée, de l'époque où on s'est mariés, bah, les choses seraient difficiles aujourd'hui. Il a tellement évolué et moi aussi. Et donc, on s'engage dans un couple en sachant qu'on va grandir et se développer ensemble, qu'on va pas rester figé à nos 22 ans. Sinon la vie serait un petit peu triste quelque part. Et donc tout ce principe d'éviter d'étiqueter les gens, que ce soit dans l'entreprise, dans le couple, en fait, on retrouve ça dans la discipline positive qui justement s'applique aussi à l'entreprise, au couple, à la classe, à la petite enfance, à la parentalité. Alors, je voudrais quand même conclure en vous rappelant que c'est difficile, que je vous partage des bonnes pratiques, mais moi-même, hein, après des années d'efforts, je continue à utiliser des étiquettes et à placer des étiquettes sur mes enfants. Et j'ai dans ma tête encore plus d'étiquettes sur mes enfants. Mais je me soigne, comme on dit. Évidemment qu'on ne va pas changer du tout au tout et que toute la société nous invite à ça. L'idée, c'est de prendre conscience et de faire des efforts vers l'encouragement, vers l'état d'esprit d'une intelligence en développement et d'enfants de manière générale en développement et pas fixe. Et en sachant que nous avons, nous adultes, une influence fondamentale sur le développement de nos enfants, en prenant conscience de ces effets Pygmalion et Golem qui sont incroyablement puissants sur eux, en ayant conscience qu'il est malgré tout difficile de contrôler toutes nos paroles, eh bien, il était fondamental que je vous partage cette prise de conscience pour que vous l'ayez en tête à chaque fois que vous interagissez, que ce soit avec des bébés, avec des enfants, avec des jeunes qui se construisent, mais en fait, avec tous ceux qui vous entourent de manière générale. Alors là aussi, je vous invite à adopter un état d'esprit d'intelligence en développement. On ne va pas changer du jour au lendemain. Ça fait des années que je m'efforce d'éviter les étiquettes. Et je n'y suis pas encore. Vous voyez, je pourrais dire que je n'y suis pas, mais je n'y suis pas encore. Mais j'essaie de faire mieux jour après jour. Et c'est ce à quoi je vous invite aussi. Parce que je sais que vous en êtes capable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un épisode assez long, mais qui pour moi était vraiment très important. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.